Krista Worthington est née le 23 décembre 1956 à Boston, dans le Massachusetts, de parents Christopher et Gloria Worthington. Elle a commencé ses études au Vassar College de Poughkeepsie, dans l'État de New York, avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Krista s'est fait connaître comme rédactrice de mode de premier plan, contribuant à diverses publications de renom, dont Women's Wear Daily, Harper's Bazaar, Vogue et le New York Times. Son expertise s'est étendue à la coécriture de plusieurs livres sur la mode, tels que Clothes, Scarves et Accessories. Son travail l'a conduite à New York, Paris et Londres, faisant d'elle une figure respectée de l'industrie de la mode. En 1997, Krista a déménagé à Truro, dans le Massachusetts, où son éminente famille de Nouvelle-Angleterre possédait plusieurs propriétés. Ce changement a marqué une transition entre le style de vie trépidant de New York et un environnement plus calme et serein. En plus de sa brillante carrière, Krista élevait seule sa fille Ava Worthington. En ce dimanche fatidique du 6 janvier 2002, un incident tragique s'est produit à Truro, dans le Massachusetts, lorsque Tim Arnold a passé un appel angoissant au 911 depuis le domicile de son ancienne petite amie, Krista Worthington. Il a dit à l'opérateur « Envoyez quelqu'un au 52 Poe Road. C'est Krista Worthington. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle est tombée ou quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'elle est morte. » Selon Tim, il s'est rendu au chalet de Krista à 4h30. Ce dimanche-là pour lui rendre une lampe de poche qu'il avait empruntée. Tim habitait à proximité et lorsqu'il est entré dans le chalet, il a fait une découverte terrifiante. Krista était allongée sur le sol du couloir, juste à côté de la cuisine, et Ava était à ses côtés. Tim a informé la police qu'il pensait que Krista était tombée ou avait subi un accident. La police arrive sur les lieux et trouve le corps sans vie de Krista. Cependant, il est devenu évident que sa mort n'était pas accidentelle. Krista a été retrouvée nue à partir de la taille, les jambes écartées, avec du sang sur le corps, en particulier autour du torse. Son visage portait des ecchymoses visibles et elle avait été poignardée une fois au niveau du poumon gauche. Une scène troublante s'est déroulée pendant que les enquêteurs fouillaient le cottage. La porte arrière menant de l'allée à la cuisine était ouverte et des signes d'effraction étaient évidents, la porte et le pêne dormant étant endommagés. Il semble qu'une lutte ait eu lieu à l'extérieur du chalet. La voiture de Krista était garée dans l'allée et entre la voiture et le chalet, la police a découvert divers objets, notamment des lunettes, une barrette, des clés et des chaussettes. Des traces de traînées dans la terre de l'allée suggèrent que Krista a été attaquée à l'extérieur de son chalet, puis traînée à l'intérieur, laissant une scène de crime effrayante et troublante. La police a trouvé les empreintes de mains ensanglantées d'Ava partout dans le chalet. 6 empreintes de mains ensanglantées ont été trouvées sur une cassette vidéo de Disney et il semblait qu'Ava avait essayé de la mettre dans le magnétoscope. 6 empreintes de mains ensanglantées se trouvaient également sur son gobelet et sur une boîte de Cheerios. Depuis combien de temps Ava était-elle dans le chalet avec le corps de Krista? À ce stade, la police n'en avait aucune idée. Le corps de Christy a été envoyé au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Des traces de sang séché ont été trouvées sous ses ongles et de petits morceaux d'herbe ont été découverts dans ses cheveux, sur sa tête et dans son pubis. 6 constatations ont renforcé la conviction de la police que l'agression s'était produite à l'extérieur du chalet. L'enquête s'est transformée en affaire d'homicide, le premier meurtre commis à Truro en 30 ans. Des tests ont confirmé la présence de matériel biologique masculin dans la zone génitale de Krista, ce qui a amené la police à penser que Krista avait été violée. Sachant que la personne qui l'a violée est probablement son meurtrier, l'accent est mis sur l'identification d'une correspondance ADN. En établissant une chronologie, la police a déterminé que Krista avait parlé au téléphone avec sa babysitter à 8h le vendredi 4 janvier. Elle avait un rendez-vous chez le coiffeur prévu à midi le samedi 5 janvier, mais ne s'y est pas rendue et n'a pas prévenu de son absence. Cela a conduit la police à penser que le crime a eu lieu entre 8h le vendredi et midi le samedi. La présence de journaux non livrés au bas de son allée confirme cette hypothèse. Dans le cadre de son enquête approfondie,
la police a interrogé des personnes qui connaissaient Krista ou qui s'étaient rendues à son domicile. Tim a été approché par les enquêteurs parce que c'est lui qui l'a découverte et qu'il y a eu des spéculations suggérant que malgré la fin de leur relation, Tim aurait pu désirer un lien plus durable. À leur arrivée au chalet, les policiers ont découvert du matériel biologique de Tim sur une couverture recouvrant Krista. Bien que Tim ait nié toute participation, la police a fini par l'exclure des suspects. Compte tenu des relations amoureuses passées de Tim avec Krista et de ses séjours antérieurs au chalet, la présence de son matériel biologique sur la couverture n'était pas particulièrement surprenante. De plus, l'analyse médico-légale a révélé que le matériel biologique de Tim ne correspondait pas à celui trouvé sur le corps de Krista. L'enquête sur le meurtre de Krista Worthington a pris une tournure importante lorsque la police a exploré les liens potentiels avec des personnes proches de Krista. L'une de ces personnes est le père d'Ava, Tony Jackett. Tony, un homme marié, avait eu une relation extra-conjugale avec Krista. Lorsque Krista a découvert qu'elle était enceinte, elle a exhorté Tony à révéler la situation à sa femme, Suzanne. Finalement, Tony a informé Suzanne de l'existence d'Eva et de sa liaison. Krista n'a pas insisté pour que Tony quitte Suzanne, mais lui a demandé de l'aider à subvenir aux besoins d'Eva. Ils ont conclu un accord sur la pension alimentaire et Tony a également consacré du temps à Ava. Sa femme était très indulgente, elle lui a pardonné et a même accueilli Eva dans sa vie. Tony et Suzanne ont tous deux coopéré avec la police, Tony affirmant qu'il n'avait aucun motif de faire du mal à Krista. Suzanne a corroboré son alibi, indiquant que Tony était avec elle au moment du meurtre de Krista. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le laboratoire criminel procède à des tests ADN 1 an après le crime. De manière surprenante, l'ADN de Krista ne correspond ni à celui de Tim, ni à celui de Tony, ni à celui d'aucune autre personne précédemment interrogée. L'affaire semblait bloquée, laissant la possibilité au meurtrier de Krista d'échapper à la justice. Cependant, la police a persévéré et, 3 ans après le meurtre, elle a pris une mesure audacieuse en demandant des échantillons d'ADN volontaires à presque tous les habitants de la région. Cet effort méticuleux a porté ses fruits et a permis de faire avancer l'affaire. L'analyse de l'ADN a permis d'établir une correspondance. Christopher Chris McCowan. Son ADN a été retrouvé au domicile de Krista et sur les parties génitales de Krista prélevées au cours de l'enquête. Chris travaillait pour une société d'élimination des déchets et la police a découvert que tous les jeudis, il enlevait les ordures à l'extérieur du chalet de Krista. Lors de l'interrogatoire de police, Chris a affirmé qu'il ne connaissait pas Krista. Selon lui, ils n'ont jamais eu de conversation, mais il a mentionné des gestes amicaux occasionnels, comme un signe de la main, lorsqu'il ramassait les ordures. Cependant, au fur et à mesure que la police avançait dans son enquête, des incohérences sont apparues dans les déclarations de Chris. Bien qu'il ait d'abord nié toute interaction avec Krista, la police l'a informé que son ADN avait été retrouvé sur le corps de la jeune femme. Confronté à cette preuve, Chris modifie son récit et admet que ça aurait pu être moi. Pressé de révéler la vérité, Chris a commencé à raconter sa version des faits. Selon son nouveau récit, la nuit du vendredi 4 janvier, il était fortement alcoolisé et buvait sur le parking du Juice Bar avec un ami nommé Jeremy Frazier. Chris a déclaré qu'il était ivre-mort à ce moment-là. Il a affirmé que Jeremy l'avait ensuite conduit à Denny pour rendre visite à la mère de son enfant et qu'il y était resté entre 40 et 60 minutes avant de retourner au Juice Bar. Après avoir été interrogé à plusieurs reprises, Chris a fini par admettre qu'il avait eu une relation intime avec Krista la nuit du 4 janvier, mais qu'il s'agissait d'une relation consensuelle. Interrogé par la police sur la manière dont il est arrivé au chalet de Krista, Chris a affirmé que Jérémy l'y avait conduit, ajoutant que Jérémy l'avait accompagné à l'intérieur. Chris a déclaré à la police que Krista et lui avaient eu des rapports sexuels dans le couloir près de la cuisine où le corps de Krista a été découvert plus tard. Il a également évoqué la possibilité d'avoir eu des relations sexuelles dans le salon à un moment donné. Selon Chris, tout s'est bien passé par la suite et il a même donné son numéro de téléphone à Krista. Cependant, la situation a dégénéré lorsque Krista s'est énervée en voyant Jérémy fouiller dans ses affaires.
Elle a commencé à leur crier dessus alors qu'ils essayaient de partir. Chris a donné à la police des versions différentes de ce qui s'est passé après avoir quitté le chalet. Chris a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le chalet, Krista les avait suivis à l'extérieur et avait confronté Jérémy dans l'allée. Jérémy aurait réagi en lui donnant plusieurs coups de poing. Lorsque Krista a reculé dans le chalet, Jérémy l'a poursuivi et a continué à l'agresser en lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises. Chris a affirmé que, lors de cette agression, il était assis dans la voiture de Jérémy. Lorsque Jérémy est retourné dans la voiture, Chris a affirmé qu'il l'avait informé que Krista contactait la police depuis l'intérieur de son chalet. Selon Chris, Jérémy s'est alors précipité vers le chalet et a enfoncé la porte d'entrée à coups de pied. Chris a déclaré à la police que Jérémy avait passé environ 10 minutes à l'intérieur, pendant lesquelles Chris était resté dans la voiture, inconscient des événements qui s'y déroulaient. Cependant, lorsque la police s'est montrée sceptique, Chris a modifié son récit. Il a admis qu'il n'était pas dans la voiture de Jérémy lors de l'agression initiale, mais qu'il avait participé activement à l'altercation. Chris a avoué avoir frappé Krista au visage et à la poitrine, lui faisant perdre connaissance. Lorsqu'elle est tombée, sa tête a heurté le gravier de l'allée avec une telle force que, selon Chris, le son est resté gravé dans sa mémoire. Malgré cela, Chris a reconnu que la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Il a révélé à la police qu'ils avaient poursuivi l'agression, déclarant « Nous lui avons mis les bottes ». Par la suite, Chris et Jérémy ont traîné Krista dans le chalet. Chris a affirmé qu'il avait joué un rôle dans le fait de battre Krista et d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas tuée. Il a attribué l'acte fatal à Jérémy, affirmant que ce dernier avait poignardé Krista à la poitrine avec un couteau provenant de sa propre cuisine. Interrogé sur la contradiction potentielle de Jérémy ou sur la possibilité pour Jérémy de fournir un alibi, Chris a admis « Alors tout est de ma faute ». Cependant, Jérémy a raconté une autre histoire à la police. Il a confirmé avoir été avec Chris au Juice Bar le vendredi soir et l'avoir conduit à Dennis. Selon Jérémy, il est retourné au Juice Bar et a participé à une fête à East Ham avec un ami, qui a corroboré le récit de Jérémy. Jérémy a affirmé que Chris était également présent à la fête, mais qu'il s'y était rendu séparément dans un autre véhicule. Il a déclaré qu'il était resté chez un ami cette nuit-là, ce que son ami a vérifié. En outre, l'ADN de Jérémy n'a pas été retrouvé sur le corps de Krista, ce qui a conduit la police à croire la version des faits de Jérémy. Chris devait répondre de graves accusations, notamment de meurtre au premier degré, de viol aggravé et de cambriolage aggravé. L'accusation a soutenu que Chris avait agi seul, affirmant qu'il avait violé, brutalement attaqué et poignardé Krista. Des preuves irréfutables ont été présentées à la cour, notamment des analyses ADN qui ont confirmé de manière indiscutable l'implication sexuelle de Chris avec Krista. L'accusation a souligné que les déclarations de Chris à la police faisaient partie intégrante de son dossier. Selon l'accusation, le vendredi soir en question, Chris avait beaucoup bu avec des amis et, à un moment de la nuit, poussé par le désir d'avoir des relations sexuelles, il se serait rendu au chalet de Krista à 1h30 du matin. L'accusation a fait valoir que Chris et Krista n'étaient pas en couple et n'avaient jamais été ensemble auparavant. Ils ont soutenu que Chris, sachant que Krista vivait dans le chalet avec sa fille de 2 ans, s'est rendu chez elle, où il l'a violée, agressée et lui a infligé une blessure à la gorge qui a entraîné la mort. Le médecin légiste a témoigné, révélant que la cause du décès de Krista était un coup de couteau à la poitrine. Le médecin légiste a également informé le jury que Krista avait subi des contusions au nez et à la poitrine, ainsi que des abrasions au visage, aux mains, aux bras et aux jambes. En outre, elle souffrait d'une hémorragie interne au niveau du crâne, ce qui correspond à un choc contondant. Ces détails dressent le sombre tableau d'une agression brutale. La défense a plaidé l'innocence de Chris, exhortant le jury à ne pas tenir compte des déclarations qu'il a faites à la police en raison de son manque d'intelligence et de sa vulnérabilité. Les avocats de Chris ont fait valoir que, compte tenu de ses capacités cognitives limitées, il n'avait pas compris la situation après son arrestation. Ils ont insisté sur le fait qu'il avait consommé des substances illicites,
suggérant que ces substances le rendaient susceptible d'être manipulé par la police. L'avocat de Chris, Bob George, a mis l'accent sur la race, la classe sociale et les limites intellectuelles de son client, le décrivant comme une cible facile pour les forces de l'ordre. Bob a soutenu que les déclarations devaient être considérées comme de faux aveux, reprochant à l'enquête d'avoir négligé certaines pistes et de ne pas avoir identifié certaines empreintes de pieds et de paumes. La défense a contesté la notion de viol, estimant que toute activité sexuelle aurait pu être consentie. Bob a suggéré que Chris et Krista auraient pu avoir une relation consensuelle et que les preuves ADN indiquaient simplement un contact sexuel volontaire pendant le ramassage des ordures par Chris. Chris n'a pas témoigné au cours du procès. Le jury a déclaré Chris coupable de meurtre au premier degré, de viol aggravé et de cambriolage aggravé. Avant le prononcé de la peine, il s'est adressé à la cour, exprimant sa sympathie pour la famille de la victime, mais clamant son innocence. Malgré son plaidoyer, Chris a été condamné à 3 peines consécutives de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Sierra Catherine Jugin est née le 11 février 1996 à Sylvania, dans l'Ohio, de parents Sheila Vakulik et Tom Jugin. Surnommée CE par ses amis et sa famille, elle a été diplômée de l'Evergreen High School en 2014. Le 19 juillet 2016, un mardi, Sierra Jugin, 20 ans, a passé l'après-midi à faire du vélo dans le comté rural de Fulton, situé à l'ouest de Toledo, avec son petit ami depuis 7 ans, Josh Kolasinski. Sierra, étudiante à l'université de Toledo, résidait chez ses grands-parents à Metamora, dans l'Ohio, aux États-Unis. Plus tard dans la soirée, lorsque la mère de Sierra, Sheila Vakulik, est arrivée chez ses parents, elle a remarqué que la lumière de la chambre de Sierra était éteinte, ce qui était inhabituel. Sachant que Sierra entretient des relations étroites avec sa famille et ses 4 frères et sœurs, Sheila s'est inquiétée lorsqu'elle s'est rendue compte que Sierra ne les avait pas informés de son intention de passer la nuit dehors. L'inquiétude initiale de Sheila s'est transformée en panique lorsqu'elle a reçu un appel de Josh à 10h30. Josh s'est enquis des allées et venues de Sierra et, apprenant qu'elle n'était pas chez elle, il a informé Sheila qu'il avait envoyé plusieurs SMS à Sierra sans réponse. De plus, tous les appels au téléphone de Sierra sont tombés directement sur la messagerie vocale, indiquant que le téléphone était éteint ou hors service. Incapable de joindre Sierra elle-même, Sheila a rapidement signalé la disparition de sa fille à la police et s'est jointe aux efforts de recherche. Sheila a informé la police que Sierra n'était pas rentrée chez elle après la balade à vélo avec Josh. Les autorités ont interrogé Josh, qui était la dernière personne à avoir vu Sierra. Josh a raconté leur sortie, déclarant qu'ils étaient allés faire du vélo le long de routes rurales et à travers des champs de maïs. Il a partagé une vidéo Snapchat qu'il avait prise de Sierra pendant la balade, la montrant souriante sur son vélo violet. Josh a expliqué qu'il était sur sa moto, restant près de Sierra jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain point sur la route de Comté 6, où Sierra a décidé de continuer à rouler seule jusqu'à la maison. Après avoir échangé un baiser, Josh a fait demi-tour en direction de son propre domicile. Cette interaction a eu lieu vers 6h45 et, bien que Josh ait promis de reprendre contact plus tard, il n'a pas reçu de réponse au SMS qu'il a envoyé à Sierra après être rentré chez lui. Après avoir visionné la vidéo Snapchat et remarqué que Sierra portait une montre Fitbit, la police a entrepris de localiser sa montre et son téléphone. Simultanément, ils ont effectué des recherches sur la route départementale 6 et dans la zone où Josh a vu Sierra pour la dernière fois, observant des signes de perturbation dans une partie du champ de maïs avec quelques tiges cassées. En poursuivant leur enquête, les policiers ont repéré le vélo de Sierra, plusieurs rangées dans le champ de maïs, le guidon étant couvert de sang. Fait remarquable, cet endroit n'était qu'à un demi-mile de son domicile. À côté du vélo, ils ont découvert les lunettes de soleil de Sierra. Ils ont également trouvé une deuxième paire de lunettes de soleil, un tournevis et un casque de moto apparemment taché de sang. Malgré la présence de ces objets, il n'y avait aucune trace de Sierra.
La lutte apparente indiquée par les troubles, le sang et les objets abandonnés a conduit les autorités à suspecter un possible enlèvement. Elles ont donc élargi leurs recherches et interrogé des personnes résidant dans les environs. Dans le cadre de leur enquête, les autorités se sont entretenues avec James Worley, un habitant d'une propriété de 3 acres située à l'ouest de Toledo. Worley exploitait un petit atelier de réparation de moteurs à son domicile et vivait avec sa mère et son frère. Worley a informé la police qu'il connaissait bien la zone qu'il recherchait car sa moto y était tombée en panne plus tôt dans la journée. Il a déclaré avoir perdu son casque, son tournevis, ses lunettes de soleil et ses fusibles, ce qui a inquiété la police car ce sont les mêmes objets qui ont été trouvés près des lunettes de soleil de Sierra. Sans qu'on le lui demande, Worley a affirmé à la police qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait fait de mal à personne. En outre, la police a remarqué des marques fraîches sur ses bras et des ecchymoses sur ses jambes, ce qui a renforcé ses soupçons et l'a incité à sécuriser et à fouiller immédiatement ses biens. Au cours de la perquisition, les autorités ont découvert une quantité inquiétante d'objets, notamment des cordes, du ruban adhésif, des attaches de fermeture éclair, des menottes, des armes à feu, des munitions, des appareils d'enregistrement vidéo et des pellicules. À l'intérieur de l'une des granges de Worley, cachée derrière de hautes balles de foin, les autorités ont découvert ce qui a été décrit comme un cachot de fortune. Cette zone contenait des entraves fixées au mur, ainsi qu'un congélateur avec ceux qui semblaient être du sang à l'intérieur. Une forte odeur d'eau de javel imprégnait les lieux. Malgré ces découvertes inquiétantes, il n'y avait aucune trace de Sierra dans la propriété. La police a poursuivi son enquête en fouillant le camion de James Worley, où elle a découvert d'autres objets compromettants, notamment d'autres attaches de fermeture éclair, une cagoule, 2 jeux de menottes, de la corde et du ruban adhésif. Bien qu'il soupçonne Worley d'avoir des informations sur l'endroit où se trouve Sierra, il reste peu coopératif et pose une question à la police. Comment enlever ou kidnapper quelqu'un sur une moto? Tragiquement, 3 jours après que Sierra ait été vue vivante pour la dernière fois, son corps a été découvert dans une fosse peu profonde, enterré dans un champ de maïs, situé à seulement 12 miles de la résidence de James. Elle a été retrouvée ligotée, bâillonnée et entravée, avec les poignets menottés et les chevilles attachées à l'aide d'une corde. Rien n'indique que Sierra ait été agressée sexuellement. Une autopsie a été pratiquée, confirmant que la cause du décès de Sierra était l'asphyxie. Le médecin légiste a déterminé qu'il avait fallu plusieurs minutes à Sierra pour mourir, l'asphyxie ayant été provoquée par un gros objet en plastique placé dans sa bouche. L'autopsie n'a révélé aucune preuve d'agression sexuelle. James a été arrêté et a été inculpé de meurtre aggravé avec une spécification d'évasion, d'enlèvement, d'agression criminelle, de possession d'outils criminels, de falsification de preuves et de possession d'armes alors qu'il était sous le coup d'une incapacité. Malgré ces accusations, il a plaidé non coupable pour chacune d'entre elles. Au cours de la plaidoirie de l'accusation, le procureur du comté de Fulton, Scott Hasselman, a insisté auprès du jury sur le fait qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à la responsabilité de James dans la mort de Sierra. Hasselman a affirmé que les preuves issues de la technologie de localisation des téléphones portables, de l'analyse de l'ADN et des entretiens enregistrés avec James démontreraient clairement sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre de Sierra. Hasselman a exhorté le jury à suivre méticuleusement la piste des preuves présentées. La Cour a appris qu'1 mois avant l'enlèvement de Sierra, James avait utilisé un ordinateur à son domicile le 24 juin à 5h03 du matin pour chercher « Adolescent plus Octide ». Le jour de la disparition de Sierra, James a passé la journée à utiliser le même ordinateur pour naviguer sur des sites pornographiques. L'inspecteur Morford a déclaré qu'en fouillant l'ordinateur, qui était protégé par un mot de passe, il a trouvé divers termes de recherche, des vidéos et des documents sous le nom d'utilisateur Jim. Parmi les documents retrouvés figuraient des termes de recherche et des vidéos contenant des mots tels que viol, forcé, autostoppeur, bloqué, sans défense et bâillon. L'accusation a fait valoir qu'après avoir passé la journée à naviguer sur des sites pornographiques, James a rencontré par hasard Sierra qui rentrait chez elle à vélo. Bien qu'elle lui soit totalement étrangère, il l'a suivie et a réussi à la faire sortir de la route et à la faire tomber dans un champ de maïs. Selon leur dossier,
Il l'a poursuivie dans le champ de maïs et l'a frappée à la tête avec son casque de moto, ce qui a pu la rendre inconsciente. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que le sang de Sierra a été retrouvé sur le casque. L'accusation a soutenu que James a ensuite attendu dans le champ de maïs avec Sierra pendant environ 2 heures, comme l'indiquent les données de localisation de son téléphone portable. Il aurait laissé Sierra dans le champ de maïs et serait rentré chez lui en moto pour récupérer sa camionnette. Ensuite, James serait retourné dans le champ de maïs, aurait récupéré Sierra et l'aurait transportée dans le donjon improvisé dans la grange de sa propriété. Bien que l'accusation n'ait pas pu déterminer avec certitude ce qui s'est passé à l'intérieur de la grange, elle a soutenu que James avait ligoté et bâillonné Sierra et que l'objet utilisé pour la bâillonner avait finalement entraîné sa mort. Ils ont suggéré que James s'était ensuite rendu à un autre endroit dans un champ de maïs, à environ 12 miles de la grange, où il a enterré Sierra dans une tombe peu profonde. Les preuves présentées au cours du procès implique de manière écrasante James dans la mort de Sierra. Le sang de Sierra a été découvert sur la moto de James et des traces de son sang ont également été trouvées sur des attaches de fermeture éclair, du gaz lacrymogène et une cagoule de ski trouvée sur sa propriété. En outre, l'accusation a informé le jury que le ruban adhésif retrouvé sur les lieux contenait à la fois l'ADN de James et celui de Sierra. Les témoignages ont révélé l'existence d'un donjon sur la propriété de James, où plusieurs paires de culottes féminines, des journaux, des cartes et une caméra de nounou ont été trouvés. Interrogé sur la présence de sang sur son casque, James n'a pas fourni d'explication. Il a d'abord prétendu que les culottes avaient été achetées en ligne en Chine pour son usage personnel, mais il a ensuite admis avoir planifié des tournages de pornographie amateur, en recrutant éventuellement des femmes sur des sites web tels que Craigslist et Backpage. Le docteur Cynthia Baser, coroner adjoint du comté de Lucas, a témoigné au sujet de l'autopsie de Sierra. Elle a décrit Sierra comme mesurant 5 pieds 4 pouces et pesant 122 livres au moment de sa mort. Le docteur Baser a confirmé que les poignets et les chevilles de Sierra étaient liés lorsque son corps a été découvert. Elle a détaillé les blessures trouvées sur le corps de Sierra, notamment des contusions sur la jambe gauche, une lacération sur le front, une incisive supérieure gauche cassée et une fracture capillaire à l'arrière du crâne. Lors de son témoignage, le docteur Baser a décrit un objet étranger jaune, ressemblant à un jouet pour chien, trouvé dans la bouche de Sierra, qui était attaché à un lien autour de sa nuque. Cet objet, qui mesurait 3 pouces de long et 2 pouces de large, a obstrué les voies respiratoires de Sierra, privant son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes. Le docteur Baser a suggéré que la dent cassée de Sierra pourrait être due à l'insertion forcée de l'objet dans sa bouche. Le docteur Baser a conclu que l'objet avait entraîné l'asphyxie de Sierra, un processus qui aurait pu prendre jusqu'à 10 minutes avant qu'elle ne meure. Elle a souligné que Sierra n'avait pas été agressée sexuellement. Interrogé par le procureur du comté de Fulton, Scott Hazelman, le docteur Baser a confirmé que la fracture du crâne de Sierra avait pu être causée par un casque de moto. L'avocat de la défense, Merle Deck, a commencé la plaidoirie en affirmant au jury que l'accusation n'avait pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'affaire. Il a fait valoir que sur la base de ce manque de preuves concluantes, le seul verdict approprié était de déclarer James non coupable. La défense a fait valoir que James ne connaissait pas Sierra et qu'il ne l'avait pas rencontrée le 19 juillet. Elle a soutenu que les preuves contre son client étaient faibles, reconnaissant que ces affaires étaient effectivement présentes dans le champ de maïs ce jour-là, mais affirmant qu'elles avaient été laissées là lorsque sa moto était tombée en panne. Ils ont souligné le rapport d'un témoin décrivant un homme dans le champ de maïs portant un short rouge. Cependant, malgré une enquête approfondie et la fouille de ses biens, aucun short rouge n'a été trouvé. La défense a affirmé que la police avait arrêté le mauvais individu. En CE, qui concerne le donjon de fortune découvert dans la grange de James, la défense a fourni une explication innocente. Elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cachot, mais simplement d'une pièce où des entraves étaient fixées au mur. Ces entraves étaient destinées à être utilisées dans un studio de pornographie,
car James était censé se lancer dans une nouvelle entreprise. Ils ont suggéré que les recherches de pornographie effectuées par James sur son ordinateur étaient liées à cette entreprise. Au cours du procès, Lawrence Krise a déclaré qu'il connaissait James et qu'il résidait sur la route départementale 6. Il a indiqué qu'il se rendait chez James environ 1 ou 2 fois par mois et a admis qu'il regardait parfois de la pornographie avec James lorsque sa mère se couchait. Lawrence a également déclaré que James lui avait montré la culotte et avait exprimé le désir de créer un studio de pornographie de type casting couch. Des enregistrements d'entretien entre James et la police ont été présentés au jury, dans lesquels James a admis avoir planifié des tournages de pornographie amateur en utilisant la culotte. En CE qui concerne les blessures de Sierra, la défense a posé des questions sur l'origine des lacérations à l'avant et à l'arrière de sa tête. L'avocat de la défense Mark Berling a interrogé le Dr Beisser, lui demandant si un casque de moto était le seul objet capable d'infliger de telles blessures. Le Dr Beisser a reconnu que si un casque de moto pouvait causer de telles blessures, il y avait plusieurs autres causes potentielles, ce qui indique que les possibilités sont presque illimitées. La défense a soutenu que le casque de James n'était pas responsable des blessures de Sierra. Interrogé par la défense, le Dr Beisser a confirmé qu'il n'y avait aucune trace de torture sur le corps de Sierra, ce qui corrobore l'argument de la défense. Après 6 heures de délibération, le jury a déclaré James coupable, ce qui a donné lieu à une audience de détermination de la peine pour savoir s'il serait condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou à la peine de mort. Au cours de sa déclaration de 45 minutes à l'audience de détermination de la peine, James a clamé son innocence, affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. Il s'est adressé à la famille de Sierra, reconnaissant qu'elle était une belle personne et exprimant ses condoléances pour leur perte. La défense a demandé à la Cour d'imposer une peine de prison à vie plutôt que la peine de mort, citant le sadisme sexuel de James associé à un trouble fétichiste. Cependant, le juge a rejeté cette demande et a condamné James à la peine de mort. Le juge a souligné à la défense que s'il y avait eu le moindre doute quant à l'innocence de James, il aurait plutôt opté pour une peine d'emprisonnement à vie. Il a été révélé que l'enlèvement de Sierra n'était pas la première fois que James était impliqué dans un tel crime. Avant la mort de Sierra, James avait été condamné pour enlèvement à la suite d'un autre incident. En 1990, il a commis un enlèvement violent sur une femme nommée Robin Gardner. Au cours de cet épisode, James a rencontré Robin alors qu'elle faisait du vélo sur une route de campagne près de Toledo. En percutant délibérément son vélo avec son véhicule, il l'a fait tomber dans un fossé. James lui a alors offert son aide, feignant l'inquiétude, avant de l'agresser en la frappant à la tête et en l'entraînant de force dans son camion, où il lui a passé les menottes. Après l'avoir blessé en lui coupant la jambe avec un tournevis à tête plate, il a menacé Robin, l'avertissant qu'elle devait obtempérer sous peine de subir des conséquences mortelles. « Fais ce que je te dis, ou je te tue. Je suis sérieux, je vais te tuer. » Après la tentative d'enlèvement de Robin Gardner, celle-ci a réussi à s'échapper du camion de James et a cherché de l'aide auprès d'un motocycliste qui se trouvait à proximité. Désemparée et toujours menottée, Robin a été aidée par le motard qui l'a ramenée chez elle, où elle a ensuite signalé l'incident aux autorités. James a cependant nié avoir tenté d'enlever Robin, affirmant au contraire qu'il essayait simplement de la retenir alors qu'elle tentait de fuir la scène de ce qu'il a décrit comme un accident. Il a affirmé que Robin avait coupé devant lui avec son vélo, provoquant ainsi la collision. Malgré les affirmations de James, il a finalement plaidé coupable pour l'accusation d'enlèvement et a été condamné à une peine de 4 à 10 ans de prison. Chose choquante, il a été libéré après avoir passé seulement 3 ans derrière les barreaux. Robin a subi de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une fracture du crâne, des contusions et des coupures à la suite de cette épreuve. Cette expérience traumatisante a profondément marqué sa vie, la privant de plaisirs simples tels que l'observation des oiseaux et la randonnée. L'exécution de James est actuellement prévue pour le 20 mai 2025. Le meurtre tragique de Sierra a motivé l'adoption du projet de loi 231 du Sénat de l'Ohio, qui vise à créer une base de données consultable sur les criminels condamnés pour des infractions violentes spécifiques
et résidant dans l'État. Promulguée en décembre 2018, cette mesure constitue une étape vers l'amélioration de la sécurité publique et de la sensibilisation aux individus ayant des antécédents criminels violents. Le 24 janvier 1988, un dimanche matin à Dana Point, en Californie, Janet Overton, âgée de 46 ans, commence sa journée par un petit déjeuner à son domicile. Elle et son fils Eric, âgé de 18 ans, se préparaient pour une sortie qu'ils avaient prévue avec des amis. Aller observer les baleines à bord d'un bateau. Alors qu'ils chargent leurs affaires dans la voiture garée dans l'allée, une tragédie survient. Avant même d'avoir pu monter dans la voiture, Janet s'est soudainement effondrée dans l'allée. Eric, alarmé par la tournure des événements, appelle d'urgence son père, Richard Overton, qui se trouve alors à l'intérieur de la maison. Richard compose immédiatement le 911 pour demander une aide d'urgence. Janet a été rapidement transportée à l'hôpital, mais tragiquement, elle a été déclarée morte avant d'avoir reçu des soins médicaux. La mort prématurée de Janet Overton a profondément marqué sa communauté, sa famille et ses collègues. En tant que dirigeante respectée d'un conseil scolaire, elle avait apporté une contribution significative à sa communauté. Vivant aux côtés de Richard, son mari depuis 19 ans, et de leur fils Eric, Janet était une figure aimée et populaire. Sa disparition soudaine a suscité un choc et un chagrin qui ont laissé de nombreuses personnes dévastées. Au cours des années précédant sa mort, Janet avait lutté contre la maladie, cherchant en vain des réponses auprès de divers médecins. Malgré ses efforts pour découvrir la cause de ses problèmes de santé, le mystère persiste. L'autopsie pratiquée après sa mort n'a pas fourni d'explication concluante.